S'engager sur le chemin de l'astrologie, c'est se rapprocher des énergies, c'est les comprendre, c'est vivre au mieux selon elles, c'est adapter nos pensées, nos paroles, nos actions. L'homme de la rue, lui, il met une écharpe quand il fait froid. Nous, on peut aller un peu plus loin parce que l'on a compris que si on a décidé de faire passer le bac, les examens, les concours d'entrée dans les grandes écoles, au moment où nous sommes en Gémeaux, où le Soleil est dans le signe des Gémeaux, c'est probablement parce que c'est un signe très intellectuel. Les gens vont sur les tombes au mois de novembre, ils ne savent pas trop pourquoi, mais on a décidé ainsi. Les enfants fêtent Halloween, donc tout parle de mort, mais sans véritablement savoir pourquoi. Les initiés, eux, profitent des énergies du scorpion pour méditer sur le sens profond de la mort. Ils regardent les fameuses feuilles mortes de l'automne. Ils essayent de faire le lien entre ce qu'ils voient dans la nature et ce qui se passe en nous. Ils vont associer ce travail de ressenti avec les énergies du moment, avec le travail de transformation qui se voit et le travail de transformation que nous devons accomplir à l'intérieur de nous-mêmes. Et finalement, l'initié en arrive à la conclusion que tout est organisé, tout est calculé, qu'il n'y a pas de hasard, que ça n'existe pas, les coïncidences. Et les jours s'écoulent sur la grande roue, vous savez, où il y a 12 heures, comme il y a 12 signes astrologiques, 12 maisons, 12 œufs dans la boîte, parce que ça doit être important, ce chiffre 12. Mais alors pourquoi est-ce que le 12 n'est pas centré sur la carte du pendu? Nous sommes au moment du retournement, après les 12 heures du jour, on va passer dans les horaires de nuit et le pendu va probablement se retourner sur cette fameuse pendule du tarot et nous entraîner, j'allais dire, vers quelque chose de régulier, de cohérent, de calculé. Pourtant, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout puisque nous avons une roue astrologique de 360 degrés, comme toutes les roues d'ailleurs, quelles qu'elles soient, pourvu qu'elles soient rondes, ce qui n'est pas le cas de la roue de fortune, mais passons. Et on se dit que finalement, 360 degrés, c'est bien, mais 365 jours un quart, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour qu'il nous rajoute à un moment donné 5 jours, un quart, c'est-à-dire les jours épagomènes? Est-ce que nous sommes punis? Je n'ose le croire parce que ça, c'est un peu has-been, nous le savons tous maintenant. Non, je pense que nous avons franchi un palier et qu'on va nous proposer une difficulté supplémentaire pour monter, pour évoluer. Ainsi en est-il à l'école, ainsi en est-il dans l'école de l'hermétisme. Alors nous passons les heures, les secondes, les mois, les minutes, bref, le temps s'écoule comme dans une clepsydre égyptienne, mais avec une certaine régularité que l'on doit à Saturne en astrologie, Chronos chez les Grecs, qui donne étymologiquement chronos, chronomètre, chronophage, et j'en passe. Chronos est le maître du temps, Chronos est le maître du Capricorne, signe évidemment très lié avec cette histoire de durée, cette histoire de temps. Je pense que celui qui tenterait d'usurper la place de Chronos, de Saturne, tout ça parce qu'il serait ascendant Capricorne, eh bien risquerait de mal gérer sa propre heure, son propre agenda. Ainsi, il serait sans doute nommé très jeune, peut-être trop jeune, je ne sais pas, au poste de président de la République. Comme ça, il arriverait subrepticement, je dirais, alors que d'habitude, il y a une sorte de travail de longue haleine pour arriver en politique. Non, lui, le temps, il ne connaît pas, il arrive, il est jeune. Il sait très bien qu'il est ascendant Capricorne, puisque sur la photo officielle, on voit une horloge assez incroyable posée sur le bureau du Sagittaire. On voit bien qu'il est le maître des horloges, c'est ce qu'il dit, et une fois n'est pas coutume, il veut usurper la place des dieux. Après celle de Jupiter, il se prend probablement pour Chronos. Comme tous les dieux, Saturne n'est pas injuste. Il est peut-être plus sévère que Jupiter, mais en tout cas, il est juste. Et quand il commence à voir de l'injustice, eh bien, il s'agace. Et c'est peut-être pour ça que l'ascendant capricornien de notre cher président eh bien, est mis en porte-à-faux et on le voit se débattre à
prendre une décision très rapide de dissoudre l'Assemblée nationale en quelques jours et puis nous dire: «Je vais quand même nommer le Premier ministre», mais après plus d'un mois. On voit bien qu'il a un problème avec le temps et que l'horloge sur le bureau signifie bien quelque chose. Il croit qu'il a la chance parce que les Sagittaires sont réputés pour savoir saisir les opportunités, mais il arrive un moment où quand Saturne pointe le bout de son nez, ça devient délicat. La dernière planète visible à l'œil nu, celui qui a le sablier du temps à la main, mais aussi la faux de l'autre côté, est capable de ne pas laisser les personnes aller vers le monde invisible et les laisser se débattre sur les problèmes purement terrestres, purement de quotidien matériel. Et c'est probablement ce qui commence à arriver à notre président. Et malgré qu'il est nommé Bayrou, eh ben, je crois qu'il a quand même pas de peau. Oui, le maire de la ville native d'Henri IV, celui qui parlait de la poule au pot, eh bien, c'est peut-être pas le choix idéal parce que lui aussi se fait attendre pour nommer son gouvernement. Bon, je m'écarte un peu, j'en conviens. Qu'est-ce que vient faire cette histoire d'Henri IV dans un discours actuel, tout à fait moderne? Vous imaginez quand même que du temps d'Henri IV, c'était complètement différent. Le bon roi Henri, Capricorne d'ailleurs, mais aussi ascendant Balance, voulait rétablir la justice, l'égalité, parce que évidemment, tout le monde était en train de crever de faim. C'était la famine partout quand il a pris le pouvoir et il ne le supportait pas. Donc c'est pour ça qu'il a dit qu'il voulait que tout le monde ait sa poule au pot, symbole que tout le monde devait manger à sa faim. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Il n'y a plus de guerre de religion parce qu'à l'époque, ils étaient fous de faire des guerres. En plus, elles duraient 100 ans. Tout ça pour savoir si Marie était vierge ou pas. C'était les Huguenots contre les catholiques. Bref, toutes ces histoires à dormir debout. Mais au moins, il y avait une chose intéressante, c'est que ces guerres de religion portaient sur le sacré et ne portaient pas sur des questions économiques. Donc on était vraiment sur quelque chose en lien avec la spiritualité. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'un département français, fût-il loin de la Navarre, eh bien, soit comme ça, avec des bidonvilles, avec des gens qui n'arrivent même pas à boire. Vous imaginez boire 80% de notre corps et on les priverait d'eau et on les ferait vivre dans des bidonvilles en 2024 en France. Mais enfin, c'est complètement pas possible. De toute façon, si tel était le cas, on peut imaginer que le réveil des dieux de l'invisible serait terrible. Pluton, le dieu dévastateur, serait probablement basé en Verseau. Vous savez, le signe des révolutionnaires, le signe des gens qui sont rebelles à la limite des marginaux. Et ce Pluton se mettrait en cheville avec un autre dieu, Uranus, parce que Uranus est le maître du Verseau où Pluton séjourne et il lui dirait bah, écoute, merci du logement, mais j'ai encore un peu besoin d'aide. Et Uranus dirait qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis dans un signe de terre, je suis le dieu des ouragans, qu'est-ce que je peux faire? Et vous imaginez, la tornade s'est levée et tout nettoyer, tout purifier. Pluton ferait alors ressortir la misère improbable du royaume de France de 2024. Le pire serait le sacrifice des personnes sur l'île. Ça serait complètement impensable. C'est un peu comme si on disait aussi on va mettre le feu à Notre-Dame. Vous imaginez, il faut toujours un feu à Notre-Dame pour dire ah ben on va la refaire, elle va être bien maintenant. Hein, on va nous dire oui, mais il y a des gens qui ont donné de l'argent, mais on en a de l'argent, il suffit de pas le donner pour fabriquer des bombes. Donc on a toujours les dieux qui poussent, qui poussent, qui poussent. Et là maintenant qu'il y a Uranus qui est passé, enfin l'ouragan, maintenant que Pluton a fait un désert assez hallucinant de Mayotte, eh bien on se dit, bah, on va reconstruire. Donc il faut à chaque fois un mort pour qu'on mette un stop à la croisée des chemins sur la route. Avec 2 morts, on peut espérer avoir un rond-point. Avec 3 morts, on aura peut-être des feux rouges. Que sais-je encore? Mais c'est quoi ces gens qui ne font que s'adapter et qui ne sont pas foutus d'anticiper? Et après, on va nous dire que le bon peuple ne comprend rien aux affaires. Salut Bruno. Alors, je crois que le sacrifice de ces personnes nous rappelle l'étymologie du mot sacré, la vie est sacrée, et je ne comprends pas tous ces décès. Alors, du coup, eh bien oui, on parle que le sacré, c'est quand même un concept assez has-been, assez vieillot, et que
bah, pas de peau, c'est tomber en désuétude. Alors au premier degré, on dirait, bah, le président français, tutoie le pape, c'est un pote, c'est sûr. Ouais, d'accord, sauf qu'en plus d'être un chef d'État, le pape est quand même un chef religieux et c'est difficile de lui taper dans le dos en disant: «Alors comment ça va aujourd'hui? T'as passé une bonne journée?» Parce que en fait, si le président français, eh bien, se mettait à tutoyer le pape, ça voudrait dire: «Tu permets, je te tutoie». Je te tutoie. Après, on se plaindra que le pape est pas venu à Paris parce qu'on peut penser de ce que l'on veut, mais en attendant, j'imagine que le pape François a quand même quelques références sur la langue des oiseaux. Parce que François, c'est justement lui qui parlait aux oiseaux. Déjà de savoir pour le pape que l'église incroyable, la cathédrale Notre-Dame était en train de brûler et que maintenant quand il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit non, tu peux pas le savoir François, c'est classé secret de défense. C'était le soir, vous vous souvenez, où il devait faire un discours de clôture sur les gilets jaunes, quelque chose d'extrêmement important, et que par hasard, par coïncidence, la flèche de Notre-Dame s'était embrasée, stupéfiant le monde entier et oubliant comme cela qu'il devait faire un discours super important après tous ces événements des Gilets jaunes. Et oui, c'était comme ça, le discours, il était crucial, mais personne n'avait remarqué que dans le Figaro, dans Le Monde, quand il parlait de discours crucial, en fait, il parlait de l'étymologie de crucial, la croix. Alors sur cette chaîne, on décrypte et on s'aperçoit que très souvent, au travers des symboles, au travers des hasards, du calendrier, de l'actualité, eh bien, on nous dit des choses, on veut nous faire dire des choses et on remarque qu'avec le temps, on n'a peut-être pas si tort que ça entre la classique astrologie qui n'est pas contournable, mais aussi lorsque l'on regarde le côté théorique des cartes astrales et des cartes du tarot, on arrive à des sacrés clins d'œil du destin. Si vous voulez, on peut aussi parler du 12 qui est évidemment le mois de décembre, et c'est là qu'est né notre président de la République. Et je me demande si le 12 décembre ne lui a pas fait perdre la tête en le mettant dans l'autre sens, parce qu'il est né en fait un 21-12. Donc on le sait, dans le tarot, 21, c'est la seule possibilité en nombre d'avoir son inverse, c'est-à-dire 12. Donc le président est né un 21-12-1977 et Amiens, c'est pas le propos aujourd'hui, c'est simplement les nombres. Sinon, on se dirait, bah oui, 12, évidemment, c'est les 12 signes astrologiques, donc 12, c'est la fin d'un cycle. On dirait que 21, c'est le 21e siècle. Il est là pour nous boucler le 21e siècle, pour le terminer, fin de partie, terminé, terminé. Alors, est-ce que le monde est en danger avec cela? Ben, c'est vrai que 12, on voit quoi une personne habillée? 21, la personne est dénudée. En 12, on voit un rectangle et avec des angles, alors que dans 21, on voit un cercle qui a été ovalisé de par la forme de la carte. Évidemment, on n'en finirait pas. Je vous disais, 12, c'est l'inverse de 21. Donc, on a un homme à gauche, on a une femme à droite. Bref, c'est vraiment deux cartes qui se répondent et qu'il faudrait bien étudier pour comprendre un petit peu ce que l'on veut nous faire dire. Mais on n'en finirait pas. Et c'est comme un peu si on disait, bah, il est né le 21-12-1977, ce qui fait chemin de vie 3. 3, c'est l'impératrice. 3, c'est comme le jour. Puisqu'il est né le 21, ça fait 3 aussi. Donc 3, c'est l'impératrice. Vous voyez un peu ce que je veux dire, comme si derrière lui, caché dans la numérologie, il y avait une femme blonde qui voulait être impératrice, qui regardait le globe terrestre en disant: moi aussi je vais aller rencontrer tous les chefs d'État, tous les rois, tous les princes, tous les dictateurs du monde. Je vais faire cela dans l'ombre de celui qui est né le 21-12-77. On peut quand même tenter d'interpréter les cartes à la faveur de l'actualité, comme on le fait lorsque l'on fait un tirage en consultation. Il faut bien entendu raison garder. C'est quand même pas parce que l'impératrice arrive qu'il faut se poser des questions sur sa chevelure qui est libérée, magnifique. D'ailleurs, elle a même pas du tout une tête d'impératrice. Généralement, elles sont sur des tableaux dans les escaliers des châteaux avec un chignon et l'air austère. Et là, c'est pas trop le cas. Elle est libérée, elle a un regard de braise et on l'imagine comme ça, peut-être avec un de ses élèves, quelque chose comme ça, en train de se dire il est quand même pas mal celui-là, et lui de se dire mais est-ce que l'impératrice n'aurait pas une perruque? Mais c'est pas du tout le propos. On peut pas faire ce genre de choses ici. C'est une chose sérieuse. Nous parlons de spiritualité
spiritualité, même si, vous le savez, je le dis souvent, spirituel a deux acceptions, à savoir le lien avec ce que l'on adore, les mythes, les légendes et j'en passe, et puis de l'autre côté, un peu d'humour qui ne peut pas faire de mal, bien au contraire, qui pourrait même faire passer certaines choses officielles dans un langage officieux, mais c'est à vous de voir si dans le pot il y a finalement plus que de la chance et plus que de manque de peau, j'allais dire, et puis s'il n'y a pas aussi cette idée de donner à manger à tout le monde. Maintenant, j'en arrive à poser la question, est-ce que l'abandon progressif du sacré est quelque chose de calculé ou pas? À la base, on l'a dit, il y a effectivement un reniement, j'allais dire, des tenants de la spiritualité au sens plutôt dogmatique et catholique, mais ça vaut aussi dans d'autres religions. Et on s'aperçoit que ça commence progressivement par des raisons commerciales en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre siècle. Le Père Noël est rouge non pas comme le sang du Christ qui a été versé, mais plutôt comme Coca-Cola. On s'aperçoit que les choses sont là pour faire des ventes, les choses sont là pour faire du commerce. Vous savez, le mot mercantile qui vient de Mercure, le fameux dieu de Rome qui est resté le dernier jusqu'au bout, bien après d'ailleurs Papa Jupiter et les autres, parce que Rome faisait du commerce et c'était probablement plus important que d'aller brûler des cierges chez Chronos, chez Saturne. Mais après, le côté commercial, il s'est greffé quelque chose qui était soi-disant pour de la laïcité, qui est un outil à mon avis magnifique, c'est la possibilité pour chacun de croire en ce qu'il veut, à condition de ne pas ennuyer tout le monde. Moi je me dis, si Jésus avait été noyé, on aurait peut-être au-dessus de notre tête un bocal et ce serait pas tellement marrant. C'est pas quelque chose d'ostentatoire qui est de plus en plus torpillé, c'est plutôt une certaine malignité vis-à-vis d'une certaine religion. Alors évidemment, on peut supprimer les sapins pour des raisons écologiques, même si on va peut-être le rappeler au gouvernement, c'est une possibilité. Mais à la fin, on est perdu, on ne sait plus où on crèche, j'allais dire. Vous sentez cela? Oui, je pense que nous le sentons de Provence ou d'ailleurs, et je crois que c'est intéressant de démontrer comment on en est arrivé là. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver au moment de ces très fortes énergies dont on va parler bien évidemment et avant tout évidemment de vous souhaiter que vous passiez les meilleurs moments en famille ou alors tout seul, quelquefois vaut mieux être seul que mal accompagné. Bref, peu importe, passer des bons moments énergétiques, moi c'est plutôt de ce côté-là, c'est pas est-ce que vous avez des bons cadeaux qui se profilent dans la cheminée. Non, je suis plutôt à dire le plus important, c'est d'être en grande forme et l'énergie qui arrive en ce moment va nous pulser, si je puis dire. C'est très important. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes et si vous faites rien, eh ben, écoutez, retrouvez-nous avec Maria Christina le 23, donc lundi 23 décembre à 20h. On va faire un magnifique live. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. On tentera d'y répondre avec nos petites connaissances. Donc le 23, ça sera la veille de ce fameux 24, le réveillon important, et 24 est un chiffre qui mérite d'être souligné puisque nous avons atteint les 24 000 abonnés. Donc 2 fois 24, c'est important. Je me suis dit qu'il fallait que je remercie absolument les nouveaux abonnés. Il ne fallait pas que j'oublie les anciens non plus. Donc après le Black Friday, j'ai décidé de remettre toutes les formations à 50%, puisque 12 et 12, ça fait 24. Donc il faut penser effectivement à moitié prix. Donc le lien est en description. Ceux qui ont manqué le Black Friday ou qui voudraient aller plus loin, eh bien écoutez, vous avez cette possibilité jusqu'au 27 décembre, jusqu'à 23h30, de refaire quelques emplettes. Alors les abonnés à ma lettre secrète, ils savent plein de choses par rapport à l'astro et au tarot, mais ils sont aussi informés
de ce que l'on fait en termes de clin d'œil et notamment en ce qui concerne les réductions pour les fêtes. Ils étaient informés depuis quelques jours. Donc si vous voulez pas manquer des infos, bah, abonnez-vous aussi à la lettre. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Vous allez apprendre pas mal de choses sur ces lettres, du concret, de l'opérationnel, de l'opératif et en même temps, eh bien, un côté symbolique. J'ai l'impression de présenter le journal télé. Après la mise en boîte de Tempérance par Atticus, eh bien, Agnès, Olivier et les autres amis de cette boîte Atticus, si je puis dire, eh bien, ont décidé donc de faire eux aussi des réductions. Et je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc, je vous rappelle que si vous voulez bénéficier de 50% sur tout le catalogue de cette marque, eh bien, le lien est en description. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier, si vous êtes en France, eh bien, des frais de port gratuits. Patrick Gianni, de son côté aussi, propose de nous faire bénéficier d'un livre gratuit en PDF pour tout livre papier acheté. Donc voilà, vous noterez bien que je suis le porte-parole de tous ceux qui peuvent vous faire bénéficier de tous ces avantages sans distinction, parce que l'intérêt qui compte pour moi, et contrairement à ce que l'on dit en économie, c'est pas l'offre qui compte, c'est la demande. La demande, c'est vous. Alors, si vous préférez prendre une statuette sur Atticus plutôt qu'une de mes formations, bah écoutez, ne vous gênez pas. Si vous préférez bouquiner un livre de Patrick, ne vous gênez pas parce que moi, je les ai. Donc voilà, quant à mes formations, il semblerait que je les ai aussi. Donc tout est bien et faites ce que vous sentez. Justement, on parlait d'énergie, de ressentir. Voilà, il faut pas qu'on essaye de se faire la guerre les uns les autres, comme on reproche les États de se faire la guerre les uns les autres. La paix, ça participe justement par ce lien d'amour entre nous, alors plus ou moins fort, parce que l'amour, vous savez, on aime la confiture et sa femme, en français, on n'a pas trop de distinction. Donc voilà, vous verrez un petit peu comment nous nous aimons les uns les autres au travers de nos productions. Voilà, cela étant dit, bah, revenons à nos moutons, profitons-en avant qu'ils finissent tous à l'abattoir, comme dirait Warren Buffett, mais il n'est pas le seul. Les moutons finissent toujours à l'abattoir. Moi, ça m'attriste, qui suis végétarien depuis 44 ans maintenant, puisque 66 mois, ça fait 22, d'accord. Donc depuis 44 ans, eh bien, je ne participe pas à ce que l'on envoie les moutons à l'abattoir et j'essaye de sauver aussi les moutons humains qui voudraient, bah, écoutez, être clairs et voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on les fait briller avec nos très chers médias mainstream. Alors le sacré, il s'est perdu comme on a perdu un peu les 10 commandements, non pas en termes dogmatiques, mais en termes de paroles de sagesse. Tu ne tueras pas, même les moutons, j'allais dire. Et puis, on a été un peu perverti et on a perdu les 10 commandements comme on a perdu le discernement. Il en reste quelquefois 2, 3 cernements, c'est tout pour certains quand on voit le niveau. Mais justement, à charge pour nous, dans l'ère du Verseau et de la fraternité, d'essayer de les ramener à la raison. Il a fallu longtemps pour ramener justement à la raison les personnes qui avaient des sérieux doutes sur justement ce qu'enseignaient les prêtres, les moines et autres à l'époque du tarot. Évidemment, ce genre de phrase enseigner, tu ne tueras pas, et puis de l'autre côté, c'est flinguez-les tous, Dieu y reconnaîtra les siens. Merci, c'était à Béziers pour une célèbre bataille. On a aussi évidemment les gens qui étaient brûlés à Montségur, enfin Montségur, mais pas que, les cathares étaient brûlés, ils étaient suppliciés un peu partout parce qu'ils ne pensaient pas correctement. Je ne vous parle pas des sorcières, de ces femmes incroyables qui ont essayé de guérir avec des plantes, des femmes qui ont essayé de donner des actes magiques qui marchaient vraiment. Quand aujourd'hui je demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il y a dans un comprimé, il me dit des molécules. Il n'y a pas un peu de la nature dedans, non, c'est arrivé comme dans l'air, quoi. Voilà. Et à l'époque, donc, les sorcières essayaient de faire passer de façon bio, j'allais dire, des médicaments pour guérir sans qu'il y ait de conséquences. Et alors, à l'époque, on les brûlait, évidemment. Vous avez des questions? Ouais, parce que la question, c'était pas terrible à l'époque. Alors le bon peuple s'est détourné logiquement, j'allais dire, de ses frères, de ces moines qui disaient aimons-nous les uns les autres, mais il préférait quand même ne pas leur donner les moyens de s'instruire, d'être intelligents et garder pour eux l'écriture entre autres. Donc évidemment, le sacré déjà a pris une sacrée baffe à l'époque.
Et puis le mercantile est arrivé, donc on est passé du chocolat chaud au coin du feu en méditant pendant ces mois d'hiver à des chocolats qu'on met un peu partout avec cette brillance, avec ces lumières aveuglantes qui scintillent pour nous éviter des fois de réfléchir. Et puis on avait aussi du tape à l'œil avec tout ce qui se passait dans les rues alors qu'on était censé profiter de cette énergie qui nous met, j'allais dire, en position de méditation avant de retrouver la lumière. Il y a eu un peu de résistance avec au sommet des sapins, quelquefois dans les rues, même si maintenant j'en vois de moins en moins. Eh bien, c'était la résistance du pentagramme. Vous savez, cette étoile à 5 branches, une étoile qui finalement doit être vraiment forte. Pourquoi? Parce elle fait partie de la magie. Tracer un pentagramme chez soi, sur les murs, surtout les fenêtres, surtout sur les portes aussi, et protéger votre maison de cette façon pourrait paraître un peu stupide, sauf pour les géobiologues naturellement. Et les gens diraient non mais c'est complètement idiot de dessiner comme ça dans l'abstrait des pentagrammes. Qu'est-ce que tu veux? C'est juste une déco, un pentagramme. Oui, alors pourquoi on en a sur les camions américains qui sont arrivés pour libérer la France? Pourquoi les Russes aussi, qui ont plus libéré d'ailleurs que les Américains, ils ont eu sur leur drapeau faucille Marceau, mais aussi ils avaient des étoiles à 5 branches. Les Chinois aussi, qui écrivent avec des virgules, avaient des étoiles à 5 branches. Bref, le Maroc, qui écrit aussi avec une écriture différente de nous, eh bien, il avait mis un pentagramme sur son drapeau, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, soit c'est une déco, soit, à mon avis, il y a une énergie, et donc c'est intéressant. Tout ça, ça vous mérite un peu de réflexion au coin du feu avec une bonne tasse de chocolat. Et n'oubliez pas de mettre une bûche dans la cheminée, et plutôt que de voir ce spectacle désolant, les gens qui achètent des bûches glacées et qui finissent à couler parce qu'on n'en peut plus. Alors nous, on est parti un peu en live, comme on dit, hein. Le live, c'est lundi avec Maria Christina. On partira pas en live, on sera en live, ça fera toute la différence. Mais je crois que les gens, comme je le disais, sur le ton de la plaisanterie, eh bien, ils sont perdus, ils ont plus de repères. Ils ne savent plus où ils crèchent. Le petit Jésus a disparu depuis longtemps. Le bœuf, on ne sait pas pourquoi il y avait un bœuf. Un âne, on ne sait pas pourquoi il y avait un âne. Bon, voilà, moi je pense que si on réfléchissait, on se dirait, mais un âne autour de Jésus, bonnet d'âne. Donc finalement, l'âne, c'est quelqu'un qui est intelligent, parce que vous êtes stupide, on vous met au coin. Si on vous met un bonnet d'âne, c'est pour devenir comme un âne. Et c'est quoi un âne? Un âne, c'est un mec qui refuse de courir pour le PMU et après d'être bouffé par les êtres humains. Un âne, c'est un mec qui a du caractère, du tempérament, qui lâche pas. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'à côté de Jésus, pour lui faire un petit peu de vapeur chaude, eh bien, on avait mis cet animal-là et pas une girafe ou un autre animal, une girafe. Donc les gens sont perdus, en plus ils deviennent d'une mauvaise foi incroyable quand on dit que, finalement l'histoire de Jésus, on en parle, on est le 25 décembre, eh bien, en fait il est né, comment dire? Dans une grotte, et cela avait été annoncé par, des mages, donc des mages, des magiciens. Je vous renvoie au battleur de notre ami Waite, hein, où, le battleur est un magicien, c'est-à-dire, quelqu'un qui fait de la magie, et quelqu'un qui fait donc de l'astrologie. Donc c'est pour ça qu'on avait 3 rois mages qui étaient chargés d'être guidés pour trouver Jésus en regardant l'étoile. Donc oui, le pentagramme, déjà, ça commence comme ça. Donc la Bible, ça commence par de l'astro. Ah ben, il y a des gens qui vous disent non, c'est pas vrai, l'astro est interdit par la religion. Mais on s'en fout des interdictions. Ça, c'est pour ceux qui y croient et qui font de la religion. Et il faut pas surtout dénigrer ce qui est fait par les gens qui sont engagés dans la religion. Mais le principe de laïcité, c'est encore une fois de pas venir me dire ce que je dois penser et comment je dois penser. Donc oui, l'étoile, c'était important, les rois mages, c'était important. Ça me rappelle l'épiphanie. Je me souviens de cette dernière galette. Je vous fais une parenthèse, tant pis, on va dépasser le temps, mais je me souviens de la dernière galette des rois, et un de mes collaborateurs vient me voir et me dit: excusez-moi, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on fête les rois alors qu'on les a décapités?
Alors je me suis lancé dans un truc, complètement fou sur les rois de France en disant que finalement c'était des Capétiens. Le premier c'était Hugues Capet, le dernier c'était Louis Capet de son nom de jeune fille, parce que sinon c'était Majesté, mais avant quand il a été décapité, on a dit que c'était Louis Capet, qui descendait de Hugues Capet. Et Capet, ça dit Caput. Et Caput, ça vient de la tête. Donc c'est un peu normal qu'ils aient perdu leur tête. Mais je pense que mes collaborateurs n'ont rien compris à ce que j'ai dit. Alors pour en revenir à notre sujet, c'est justement, nous avons le soleil qui est arrivé en Capricorne. Je souhaite une très belle fête à tous les amis Capricorne, bien entendu. Vous savez, le Capricorne, c'est le dernier signe de terre, donc c'est plutôt la montagne à ce niveau-là. Vous savez, c'est des gens, c'est dur et ça dure, puisque le temps, chronos. Et donc, on a logiquement dans la montagne une grotte, ce qui est complètement en cohérence. Et il faut essayer, je pense, de comprendre le message symbolique. C'est comme dans les cartes, c'est comme dans toute interprétation. Il ne faut pas commencer à me dire, oui, mais tu comprends, Jésus n'est pas né le 24 décembre. On le sait, Patrick Gianni a fait la carte de naissance de Jésus. Nous sommes d'accord, mais là, nous sommes dans le symbolisme. Vous croyez que c'est un hasard si justement Mitra est né un 24 décembre, lui qui cherchait la lumière? Vous croyez que Yule, chez les Vikings, est né un 24 décembre comme ça pour rigoler, que Osiris est né un 24 décembre parce que c'est un sacré morceau de chance? Allons, soyons sérieux. Tout ça, c'est symbolique et c'est sûrement pas par hasard que Constantin, il s'est converti un 24 décembre. C'était le moment justement où il y avait la renaissance de la lumière. Alors, on va pas revenir sur les Saturnales, sur la carte du Soleil, on en a déjà parlé l'année dernière, on va varier un peu les plaisirs, mais de grâce, essayons de comprendre qu'il ne faut pas être dans le côté de décrypter par rapport à la science en disant non, c'est pas possible. Il y avait dans la Bible comment dire, des chèvres, bah justement peut-être des capricornes, qui faisaient des crottes. Or, à l'époque, il y avait l'hiver, donc il n'y avait pas d'herbe, etc. Combien de fois on m'a sorti le truc, mais on s'en fout, c'est symbolique. Il faut essayer de décrypter le message qu'on veut nous faire dire. Croyez vraiment que Blanche-Neige a été barrée avec 7 nains? Allons, soyons sérieux. Et la citrouille qui se transforme? Non, allons, soyons sérieux. Alors oui, le côté commercial, il est toujours présent à Noël, même qu'on soit en Capricorne, alors qu'on nous demande justement de nous calmer, d'être des sages comme les Capricornes pondérés, d'être avec la notion du temps, avec, oui, cette sagesse. Là, on est complètement à l'envers. On nous dit, allez, il faut fêter ça dignement, il y a du bruit, ça pétarade de partout. Enfin bref, j'ai un peu l'impression qu'il y a un côté commercial, mais il y a aussi un côté calculé pour justement que les gens soient plutôt asservis par ce qu'on veut qu'ils pensent et pas par un autre courant de pensée qui s'appelle pour nous le sacré. Je ne parle pas de religion, sauf religaré qui veut dire nous relier entre nous, horizontalement et verticalement bien entendu, mais je parle surtout du sacré pour essayer de comprendre, de décrypter la nature et ce que le Créateur veut nous faire comprendre via sa créature. Là, on n'en est pas là du tout et je pense qu'il y a vraiment une volonté destructrice du sacré. Hein. On a un roi avec bien plus que 40 voleurs, 40 complices qui tentent justement de le faire. Nous, en tant que laïcs, on dit que effectivement le président a le droit de communier ou pas. Peut-être que dans un souci de neutralité, il ne devrait pas le faire, mais c'est son libre arbitre. Il a complètement le choix. Par contre, quand il fête une fête religieuse, Hanouka à l'Élysée, donc dans la maison de la laïcité, il est en infraction totale avec la Constitution, une des rares constitutions européennes avec la portugaise qui dit que la France est un État laïque. Dès l'article liminaire premier, de la Constitution française, la France est un État laïque. Alors on ne fait pas des fêtes religieuses dans l'Élysée, ça il n'a pas le droit. Il peut discourir devant Notre-Dame, mais pas dans Notre-Dame. Même les rois de France ne s'y sont pas risqués. Il pleut, vous allez me dire, il faut être compréhensif. Oui, il pleuvait, et d'ailleurs, il y a eu des chansons qui ont été faites sous la pluie dehors, mais pour faire son cirque, il avait qu'à prendre un barnum. Il s'en serait quand même sorti. En fait, il a utilisé la pluie pour arriver à ses fins. Tout est bon pour ces gens-là. Et à l'intérieur, il a parlé devant des gens qui étaient habillés par Lidl, je me rappelle plus trop bien, Castelblajac, Google, enfin, je sais plus qui avait vêtu ces évêques qui normalement sont en violet
Et quand on connaît la puissance du violet, eh bien, on se dit, waouh, ils ont encore perdu quelque chose. Et peut-être même ils n'ont plus d'améthyste au doigt, la pierre violette. Tout est perdu et c'est quand même dingue. Alors que justement, dans le dernier jeu qu'on a retrouvé, j'en ai parlé, je trouve ça génial, le jeu de Vachier, justement, désolé pour son nom, mais 1639, où il y avait du violet à l'époque. Et petit à petit, le violet s'est perdu. Et quand vous prenez le jeu de Camoin Jodorowsky, jeu incroyable, magnifique, ils ont quand même réussi à glisser un peu de violet en mémoire, justement, à ce qui se passait autrefois. Et là aussi, les quartiers, comme le fameux jeu de Grimaud, vous savez, avec un pendu qui a des cheveux bleus. Donc, vous avez dans 5 cartes de Jodorowsky du violet. Donc, vous savez bien, à droite de la justice, cette justice des hommes qui va vers une justice immanente, eh bien, c'est pour ça qu'il y a un coussin violet le plus à droite possible. Je vous les laisse chercher, vous verrez dans L'amoureux, c'est une histoire de cheveux, de la petite dame, là, vous savez, mais il y en a plein, il y en a 5. Il y a 5 cartes qui ont du violet, dont une que j'ai réalisée en 3D en retirant le violet de la chaussure pour des raisons justement de copyright et puis surtout pour respecter tous ces jeux qui ont été faits avant. Donc le violet était important et les évêques n'en portent plus. Donc ils ont perdu le sens du sacré qui n'était pas pour faire joli, pas du tout, qui était fait pour une raison opérationnelle de magie parce que l'âme agit effectivement. Alors il n'est pas question du tout pour moi, de dire maintenant on arrive dans l'ère du Verseau, on va passer à autre chose. Oui, on passe à autre chose, mais on garde ce qui est bon quand même. On n'est pas idiot, non. Enfin, je pense. Et je me demande des fois si cette volonté de détruire le passé serait là pour reconstruire le monde tel que eux ils le veulent, en faisant fi de toutes nos traditions et donc de notre pays. Ainsi, dire que les vitraux, on va les changer alors qu'ils sont pas cassés, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a des gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et on va faire des vitraux alors qu'on en a. Pour faire des vitraux, comment? Pour enlever la puissance de ces rosaces? Parce que, en fait, les vitraux, ça s'appelle des rosaces. Ça veut dire que dedans, il y a des roses et des croix, peut-être. Allez savoir. Il y a des gens qui travaillent sur ce sujet, n'est-ce pas? Alors, on félicite les bâtisseurs de cathédrales. C'est très bien. C'est eux qui ont réussi, dans le passé, du temps du tarot, à monter Notre-Dame, à édifier Notre-Dame. Et aujourd'hui, on les félicite en disant, bon, bah voilà, c'est sympa. Au moins, toi, tu vois ce que tu fais. Parce qu'en l'an 1000, eh bien, on était certain qu'à la première pierre, on verrait jamais l'édifice terminé, mais on s'en fichait parce qu'on avait la foi, autre chose qui a été perdue. Alors on dira effectivement que j'affabule, que j'en fais des tonnes, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on se prend la tête sur une cathédrale qui a pris feu alors que les poutres étaient ininflammables? Pourquoi on nous a menti comme d'habitude en disant qu'une cigarette, ça avait mis le feu à la poutre? Discuter avec, comme je l'ai fait avec des colonels de pompiers, sur justement la cigarette qui mettrait le feu, comme chez moi ici dans la garrigue. On en parle si vous voulez. Alors si c'est pas une cigarette, c'est peut-être une intention plus coupable d'avoir mis le feu à ces poutres, mais vous l'avez vu, il y a eu des dizaines de vidéos comme quoi le feu ne partait pas dans les poutres de Notre-Dame. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que, comme pour le Covid, on a classé ça secret défense. Le peuple n'a pas à voir, et plus le peuple arrive à avoir des renseignements, parce que, eh bien, sur la toile, on partage, on devient des vrais frères, c'est-à-dire on essaye de se donner des bons tuyaux entre nous. Et là, de l'autre côté, ça commence à sentir le brûler. Alors chez eux, ça brûle. Ça, nous, on va s'y employer. Et du coup, qu'est-ce que l'on voit? Eh ben, on voit qu'ils commencent à activer le secret défense pour les soirées virus, les soirées Pfizer et autres. Et puis là, on a le secret défense pour ce qui concerne le feu dans Notre-Dame. Je pense qu'on se fout un peu du monde, ou alors il y a vraiment quelque chose à cacher. Et secret défense, hein, en anglais, ça se dit top secret. Et donc, ça me fait penser à ce brave Donald qui dit que lui aussi, il aurait des dossiers sur celui qui nous dit qu'il faut classer ça secret défense. Je pense que ça pourrait être savoureux, mais moi, ça m'ennuie qu'un président étranger puisse avoir un moyen de pression sur notre cher président. Ça commence un petit peu à bouillir aussi dans le chaudron.
Bon, pour en revenir plus classiquement à notre fameuse, soirée solsticiale, à notre soirée, j'allais dire, des énergies, eh bien, que dit le tarot? Donc on a parlé des Saturnales avec, le soleil l'année dernière. Là, je vous propose de revenir vers la roue de fortune. Nous avons une drôle de roue parce que normalement une roue, c'est plutôt équilibré avec, 8 rayons ou 4, mais là 6, c'est un peu bizarre. Il faut vraiment avoir une roue de marin pour trouver une roue à 6 rayons. Les marins qui, évidemment, se déplaçaient sur les mers grâce aux étoiles. Mais bref, sûrement hasard. En tout cas, pour nous, s'il y a 4 rayons, c'est parce qu'il y a 4 saisons. Et s'il y a une barre verticale, c'est parce qu'on s'occupe des solstices. Oui, je sais, on oublie les équinoxes, mais c'est pas dans la roue de fortune. Là, la barre, elle est vraiment verticale, signe qu'il y a la Saint-Jean en haut et en bas, il y a la Saint-Jean en bas. Alors, je reviens pas sur les Saint-Jean, sur les solstices, sur l'hiver, tout ce qu'on voit en ce moment. On en a aussi beaucoup parlé la semaine dernière. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que le tarot apportait de l'importance à ce moment du solstice d'hiver, d'été aussi, mais ce solstice d'hiver, où Saint Jean l'évangéliste, bah justement, va ramener la lumière, va nous emmener vers quelque chose de plus lumineux, jusqu'à ce que le Saint Jean d'été, le Baptiste, nous ramène vers une lumière moindre. Voilà un petit peu ce que je voudrais résumer quand même sur ce que l'on vit en ce moment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut se connecter avec ces énergies. C'est ça qui nous est dit en ce moment. Il faut essayer de nous relier. Vous savez, quand on dit ah, j'ai passé un week-end pourri, c'était la pleine lune, j'arrivais pas à dormir, je me suis levé toute la nuit, j'ai fait des mauvais rêves, etc. Là, on est tous d'accord que la lune intervient. Alors pourquoi, au moment du solstice, les énergies n'interviendraient-elles pas et pourquoi ça serait dommage de s'en priver? Alors en ce moment, on dira qu'on est un petit peu plus dans l'ère du Verseau, donc l'ère opposée au Lion, et ce qui fait que j'ai envie de dire, on a le poisson, les poissons derrière. Alors pourquoi on ne ferait pas un rituel justement à notre façon? C'est-à-dire que le rituel qui viendrait du signe des poissons pourrait être individualisé par rapport à nous-mêmes en tant que air du Verseau, l'individu, la fraternité, un pour tous et tous pour un, qui dirait. Donc là, dans ce cadre-là, profitons de cette créativité du lion pour faire nos propres rituels. Bah oui, ça serait intéressant de ne pas subir le dogme qui donne la religion, la messe à tout le monde en même temps. Maintenant, il y a une évolution, on est au courant, les empreintes sont différentes. Il n'y a pas un mec sur Terre qui a les mêmes empreintes que l'autre, a priori. Donc, on est bien différents. Et cette différence, elle suppose qu'on a des vêtements qui s'adaptent à notre taille, on a des pensées qui s'adaptent à notre cerveau, etc. Donc, la magie, c'est la même chose. Donc, on pourrait dire, bah tiens, je vais faire une cérémonie où désormais, je vais créer en profitant des énergies. Qu'est-ce qui se passe pour moi qui serait bon pour créer dans le sens du sacré, puisque c'est dans le sacré que ça se crée. Alors justement, c'est à titre personnel qu'on va dire, bah, je vais faire par exemple mes propres bougies. Moi, j'ai la chance d'avoir été initié grâce à Marc qui m'a expliqué comment, en partant d'une plaque de cire d'abeille, et l'abeille, c'est pas rien, vous savez, l'élître de la force. Donc, il y a comme ça un moment où vous prenez votre plaque de cire d'abeille, vous pouvez mettre des huiles essentielles dedans, vous mettez votre mèche, selon le calibre, la taille de la bougie, vous mettez une mèche plus ou moins grande, et puis vous obtenez votre bougie. Et quand vous allumez la bougie en conscience, justement, vous vous reliez avec les énergies, et puis vous êtes connecté vraiment. Donc vous pouvez aussi utiliser des musiques. Alors il y a musique et musique, hein. Il y a les musiques classiques qui sont quand même bien faites aussi pour nous relier avec le monde des sphères, j'allais dire. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je pense aussi que dans le rituel, après les bougies, ce qui est important, c'est l'encens. L'encens, il y en a de différentes façons. Alors certains me disent, oui, j'ai acheté 2 bâtonnets, ça va vraiment le faire. Vous imaginez la différence entre j'achète un bâtonnet, je l'allume en pensant à la grand-mère qui est encore en retard pour Noël, avec celui qui va faire son mélange d'encens, qui va mélanger en fonction de ce qu'il a besoin de faire. Mais encore faut-il savoir, si j'écris, je vais utiliser de la myrrhe.
D'accord? Je vous ai en ligne de mire, je sens que vous êtes connecté parce que ça vous intéresse. Et oui, la mire, c'est pour, justement le côté intellectuel, mais vous avez, peut-être envie, pour Noël de concrétiser un peu l'amour. Faudra peut-être mettre du styrax et cetera. Donc vous avez, des proportions aussi à mélanger. L'oliban un peu avec de la myrrhe, avec bon bref, tout ça, vous faites votre pastiche vous-même. Vous sentez, vous ressentez, vous dites: «Non, ça c'est pas bon» et puis vous voyez un petit peu. Et il y a un seul secret à cette histoire-là. C'est ce qu'on apprend quand on commence à faire ses pas sur le chemin de l'initiation. Eh bien, la vraie chose importante, c'est l'intention. C'est l'intention. Psalmodier des Notre Père, en se disant: «Je commence à me les geler dans Notre-Dame», c'est pas ça du tout. C'est Notre Père, ah bah, s'il y a un Notre Père, si on a un Père, on est tous frères et tous sœurs. Ah mais j'y avais pas pensé. Qui êtes aux cieux? Mais quand on meurt, on va au ciel. Pourquoi? Il y aurait plusieurs cieux, mais on m'aurait caché des choses. Bah oui, dans la Kabbale, vous savez, il y a plusieurs cieux, quoi. Vous connaissez pas? Non, bah, quand vous êtes avec madame ou avec monsieur, ils vous embarquent pas au septième ciel. Donc vous voyez bien qu'il y a plusieurs cieux. Voilà, donc faites votre encens, bricolez votre papier velin sur lequel vous allez faire vos promesses pour l'année, parce qu'on fait toujours des engagements, paraît-il, pour le nouvel an. Et puis, quoi qu'il se passe, eh bien, faites vos fêtes. Ne laissez pas faire par les autres vos fêtes. Vous avez évidemment le côté logique de suivre la famille pour se retrouver avec les enfants, les petits-enfants, ou peut-être que c'est les enfants qui vous expliqueront la magie des fées, des elfes au coin du feu. Finalement, on se croit fort, mais je crois que les enfants sont plus forts que nous à ce jeu-là. On devrait les écouter, hein, mais ne laissez pas faire les professionnels de la fête, aussi bien du pseudo sacré que du pseudo commercial. Prenez des moments pour vous relier avec les énergies. On se dit: «Oui, je vais faire mon tirage de l'année, oui, c'est cela». Et puis après, on oublie de faire son tirage de l'année, comme on oublie, bah, justement dans la Kabbale notamment, on explique que le 1er janvier, c'est janvier, le 2 janvier, c'est février, et cetera, et que là, on pourrait faire aussi des rituels adaptés. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises et puis maintenant c'est bien connu, mais sauf que c'est tellement connu que personne ne le fait. Donc c'est pareil, de faire le tirage de l'année, c'est quelque chose d'important. Alors je me suis dit, comme il y a certains d'entre vous qui vont dire: «Oui, bon, je verrai», et ben je me suis dit: «Allez, je relève mes manches et puis je vais vous faire votre tirage 2025 sur le classique Astro Tarot». Donc c'est pas quelque chose que j'ai inventé, ça se fait partout, c'est-à-dire qu'on prend les 12 maisons astrologiques, n'est-ce pas? Avec leurs forces chacune, hein, on sait la 2 c'est la bouffe, la 3 c'est l'intellect, la 4 c'est, le foyer, la 5 c'est les enfants, la création, et cetera. Enfin bon bref, du coup j'ai réalisé un tapis, que je vous propose aussi, pas en réduction parce que malheureusement les coûts sont extrêmement contraints, mais par contre je vous propose une formation, justement sur le tirage astro tarot où vous avez vraiment des détails et vous allez plus loin que ce que moi j'ai fait. Déjà ça prend un quart d'heure par signe astral. Donc, je ne sais pas encore à l'heure où je tourne si je vais pas faire plusieurs vidéos parce que évidemment un quart d'heure par signe, j'arrive à 3 heures, plus les 30 ou 40 minutes que je suis en train de blablater, eh bien, ça fait un peu beaucoup pour la chaîne. Donc, je pense que je vais faire comme tous les ans, je vais les répartir. Donc, j'ai fait ce tirage astrologique signe par signe, mais évidemment, il est générique, il est général. On peut pas parler pendant des heures, dire tiens, c'est marrant, il y a l'arcane 2 qui est dans la maison 2. Tiens, c'est marrant, il y a la 6 qui est dans la maison 6. D'accord? Donc, il y a des choses que je peux pas dire. Est-ce qu'on tire pas, justement avec plusieurs jeux? Mais oui, c'est une possibilité et tout ça, c'est dans la formation, pour qu'on puisse s'amuser. Parce que si on tire les cartes, c'est parce qu'on a un jeu et un jeu, oui, je sais, c'est le jeu, alors c'est pour se trouver soi-même, blablabla, mais c'est aussi de s'amuser, c'est-à-dire de faire les 2 et c'est indispensable. Voilà, donc je vais procéder au tirage 2025 signe par signe. J'espère avoir quand même un minimum de temps pour, détailler, mais c'est long. Alors je mets en accéléré évidemment tout le tirage que je fais pour pas perdre de temps et puis après on va interpréter pendant, presque un quart d'heure et j'espère que ça vous plaira et que ça vous fera un cadeau de Noël supplémentaire. Et oui, parce que, si on se fait pas plaisir, je suis pas sûr que les autres, en tout cas, les mecs de la poule au pot, ils nous fassent, plaisir à nous.
nous, bien au contraire. Donc charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes. On se retrouve la semaine prochaine, le 29, juste avant la nouvelle année. Donc en attendant de se faire la bise à distance pour 2025, eh bien, je vous propose de passer un excellent Noël, passer de bonnes fêtes, que ça vibre bien en vous et portez-vous bien, vivez bien. À la semaine prochaine et pas à l'année prochaine. Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour ce tirage Astro Tarot. Bonjour les taureaux, salut les gémeaux, bonjour les amis cancer, bonjour les amis lions, bien bonjour les amis vierges.